À nouveau, bienvenue. On est au complet. Je laisse la porte ouverte, sauf si le bruit vous gêne, parce qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent en cours de conférence. Donc l'idée, c'est un peu de faire le tour rapide, parce qu'on n'a pas tant de temps que cela aujourd'hui, mais de la formation, de la formation avec la VR, à l'aide de la VR. Alors l'année dernière, on avait fait une conférence qui s'appelait « Se former à la VR ». Alors attention, hein, là c'est pas ça, là c'est se former avec la VR, ce qui est un petit peu différent. Donc 4 intervenants, je vais les présenter, je vais les laisser se présenter. Je commence par Bertrand qui va se présenter avec un micro. Voilà. Bonjour, je suis Bertrand Wolf, je suis le co-créateur d'une société qui s'appelle Antilogie et qui a ouvert en mars 2018 un lieu qui s'appelle le Pavillon, qui est situé à Paris, à République. Et le Pavillon est un lieu de découverte, de compréhension, d'essai aussi de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans le cadre d'un usage par les entreprises. Donc on y joue un rôle d'évangélisation ou d'acculturation. Et quand on fait bien notre travail, on donne envie aux entreprises d'avancer. Et pour avancer, elles peuvent soit faire appel à des gens qui produisent des contenus, soit utiliser des applications qui sont déjà existantes sur étagère, et on les aide à les déployer. Voilà, et je suis aussi le co-auteur d'un bouquin qui est sorti il y a 10 jours chez Duno et qui est intitulé Former avec la réalité virtuelle. Donc on est un peu dans le sujet. On va en parler dans pas longtemps du livre. Je ne sais pas si tu l'as, le livre, là. On ne peut pas l'avoir. Non. Ah, mince. C'est virtuel. Bon, c'est pas grave, c'est de la VR. Bonjour, donc Tienne. Donc moi je suis directeur partenariat et académie pour la société Uptail. Donc Uptail, on est une start-up qui a créé une plateforme qui permet aux gens de créer de l'immersive learning, donc vraiment d'utiliser de la réalité virtuelle en formation et de la diffuser, également de faire tout le suivi qu'il y a derrière. Donc moi je suis en charge de tout ce qui est partenariat, d'où le fait que je connais certaines des personnes qui sont juste à ma gauche et à ma droite. Et également ma spécialité, c'est vraiment tout ce qui est utilisation de la VR en formation et vraiment accompagner tous nos clients dans le fait d'utiliser la réalité virtuelle efficacement en formation. Voilà. Nicolas. Bonjour à tous, donc je suis Nicolas Dupin, je suis le concepteur et le président de ce que j'aime à définir comme le premier pôle de compétences dédié à l'usage des technologies immersives en orientation, en formation professionnelle et en collaboration au travail. Et ce pôle de compétences se compose de 2 structures. Une association qui s'appelle France Immersive Learning, qui a vocation à fédérer l'ensemble des acteurs de cette thématique, à faire émerger des problématiques communes et des besoins communs. Et son incarnation physique, ou son bras armé, qui s'appelle l'Immersive Learning Lab, qui est un lieu d'apprentissage à l'agilité nécessaire des pédagogues pour pouvoir utiliser les dispositifs de formation immersifs en situation pédagogique. Et nous avons démarré notre activité en mars 2019, donc avec 1 an après le pavillon, qui nous a permis de mettre, qui fait un grand travail de mise en valeur de cette thématique dont on discutera aujourd'hui. Bonjour à tous, encore toutes mes excuses pour ce retard, ça ne se reproduira pas. Oméric Dessart, moi je suis le directeur général d'une start-up également qui s'appelle Pitchboy, et on a développé un outil dans la formation qui se veut à la fois immersif et interactif. Immersif, c'est le sujet d'aujourd'hui, et interactif pourquoi ? Parce qu'on analyse le langage naturel dans l'immersion et qui permet, comme un script, de créer de l'interaction avec l'apprenant. Et à la fin de cette mise en situation, eh bien, on l'accompagne, c'est-à-dire qu'il a un débrief personnalisé sur sa performance, ses axes de progression. Et donc, il peut refaire autant de fois qu'il le souhaite. Il n'a pas besoin de surjouer comme dans un jeu de rôle. Il n'a pas la peur du regard de l'autre, etc. Et on existe depuis le mois de janvier. On a une croissance un petit peu fulgurante parce qu'on a été 3 et aujourd'hui on est 15. Et ça montre aussi que les sujets de l'immersion et de la formation sont à cœur des entreprises. Et donc, c'est maintenant qu'il faut y aller. Eh ben, merci à vous et félicitations. Merci. Voilà.
Donc pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, la formation d'abord, sans parler de la VR, la formation c'est un gros secteur. Il y a eu pas mal d'infos à ce sujet, à coup de milliards, on en a bien parlé, les congés de formation, enfin voilà, il y a eu pas mal de choses. Donc c'est un gros marché et c'est un marché qui a des besoins et surtout qui a besoin de s'approprier des nouvelles technologies. C'est toujours un peu compliqué pour les gens de la formation, habitués quand même beaucoup à avoir une base de lecture et puis à faire des exposés, des choses comme ça. Les mises en situation, comme tu disais, c'est pas évident à concevoir, à mettre en place. Et on s'aperçoit que depuis, je dirais, alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais en tout cas depuis que la VR existe, alors elle existe la VR depuis la nuit des temps, mais on va dire qu'on en parle, la VR, on en parle vraiment depuis 2014-2015, moment où Facebook a mis un petit billet de 2 milliards pour acheter la société qui s'appelle Oculus. Donc à ce moment-là, on s'est mis à en parler. Enfin, en reparler, pardon. Et ça a tout de suite touché pas mal de secteurs, le jeu vidéo, et l'architecture, etc., et le secteur de la formation. Donc les gens de la formation ont tout de suite compris que cet outil, même s'ils ne savaient pas du tout à quoi ça servait, comment ça marchait surtout, pourrait leur permettre de faire des offres de formation personnalisées, de la simulation, etc., etc. Donc voilà, il y a des besoins, donc je pense que vous n'allez pas me contredire. Là j'ai mis 2-3 petites choses. Il y a un exemple qui a pas mal été commenté justement dans les milieux de la formation en VR, c'est le cas Walmart. Donc Walmart, ils ont annoncé avec force marketing qu'ils avaient acheté des casques Oculus Go, donc vous voyez un chiffre, 17 000, bon, voilà, c'est beaucoup, pour former leurs employés à appréhender différentes situations. Donc c'est un peu ce que tu décrivais, c'est-à-dire j'ai en face de moi une situation et je dois réagir à un client pas content, etc. etc. Donc c'est quand même plus simple de le faire dans un casque que de le faire en vrai. Ça demande au final moins de moyens financiers, intendance, etc., etc. Donc voilà, c'est un cas intéressant et donc c'est des magasins qui ont adopté ce genre de choses. Après, j'ai montré, bon évidemment, cette image-là, elle est parlante parce que évidemment, les militaires, la VR, c'est quand même c'est les plus gros consommateurs de réalité virtuelle et de réalité augmentée aujourd'hui, et ils ont besoin de se former à des techniques, à des choses. Ils le font aujourd'hui en réalité virtuelle, ça coûte moins cher, voilà, c'est moins dangereux aussi. Donc c'est intéressant. Il y a aussi vraiment le côté simulation qu'on a ici. Par exemple, apprendre à conduire en engin. C'est vrai que c'est en réalité virtuelle, on a quand même pas mal de sensations, beaucoup plus que devant un écran plat ou sur lequel on a un simulateur. Mais bon, on a quand même cette distance qui est donnée par l'écran. Mais en VR, avec le casque, c'est vrai qu'on se retrouve immergé dans une situation et l'apprentissage selon les données de différents opérateurs est beaucoup plus rapide et beaucoup plus instinctif dans un casque VR que devant un écran d'ordinateur. Donc c'est un exemple de conduite de véhicule, et puis encore une fois ça coûte moins cher faire venir un véhicule ou alors faire venir la personne sur le lieu, etc., etc. C'est une application importante. Voilà. Voilà, on voit la jeune fille chez Walmart qui tire sur un client mécontent, ou je ne sais pas ce qu'elle fait, mais bon. Voilà, donc une grande variété de secteurs. Donc, je pense que vous êtes d'accord sur tout ça. Si vous avez des commentaires à faire, je vous laisse en parler et sur vos expériences depuis 2015 sur ces sujets, par exemple. Ouais, je vais revenir juste sur le cas Walmart, qui effectivement est assez parlant. Walmart, c'est le premier employeur privé au monde. Ils ont 2 millions de salariés dans le monde, dont 1,2 million aux États-Unis. Et donc, quand ils ont décidé de déployer massivement la réalité virtuelle pour la formation, c'est après avoir fait quelques tests à la Walmart, c'est-à-dire un an de test auprès de 140 000 personnes. Ils ont testé trois formations et ils ont communiqué quelques chiffres, mais il y en a 2 qui sont intéressants. Le premier, c'est la note moyenne obtenue par les apprenants lors d'une expérience en VR par rapport au même sujet traité de façon classique.
Dans 70% des cas, la note était meilleure, donc l'apprentissage était un peu mieux ancré. Et puis le deuxième chiffre sur lequel ils ont communiqué, c'est la note de satisfaction des apprenants. C'est-à-dire à l'issue de la formation, est-ce que j'ai trouvé ça cool, intéressant, etc. La note de satisfaction, elle est en moyenne 30% plus élevée quand la formation a eu lieu en VR par rapport à une formation classique. Et c'est sur la base de ces deux chiffres-là qu'ils ont décidé de beaucoup moins utiliser les 200 centres de formation qu'ils avaient construits entre 2016 et 2018 et de les remplacer par 17 000 masques répartis dans les 4 500 points de vente nord-américains de Walmart. Donc ça donne une idée de l'attraction stratégique de ce que la VR peut apporter à la formation. C'est pas une décision d'un responsable de formation, c'est une décision qui est prise au plus haut niveau, et je pense qu'on en parlera. Il faut remonter haut dans les étages pour convaincre. Et c'est pas 3 formations qu'ils ont déployées dans les points de vente, c'est 45 formations aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que les formations représentent à peu près bien ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce à la VR en matière de formation. Il y a un tiers de formation qu'ils appellent de l'information descendante, pour faire en sorte que tout le monde de haut en bas de la hiérarchie soit au courant des process, des méthodes et des valeurs. Donc ça, c'est de la consigne, c'est de l'info. Il y a un tiers de formation technique sur comment je vais gérer les dates de péremption sur mon rayon de fruits et légumes, par exemple. Et puis il y a un tiers de formation plutôt soft skills, c'est-à-dire sur le comportement vis-à-vis du client, avec notamment la très fameuse formation au Black Friday. Comment j'entraîne mes salariés à rester performants, à rester lucides un jour d'émeute en magasin, c'est-à-dire un jour d'énorme stress. Voilà les 2 points que je voulais apporter à Walmart. Si vous avez des commentaires à faire sur ce slide, je vous en prie. Peut-être Bertrand aura l'information. Ce qui serait intéressant de savoir sur cette opération, qui est effectivement assez massive et iconique, mais ce qui serait vraiment intéressant de savoir, c'est comment est-ce qu'ils sont réellement passés à l'échelle. Parce qu'acheter 17 000 casques, acheter 45 ou produire des expériences, c'est effectivement l'intention, ce que nous on a vocation, on appelle généralement la promesse technologique. Et en fait, le vrai enjeu, enfin me semble-t-il, un des vrais enjeux, une fois qu'on a compris le potentiel phénoménal des technologies immersives, et pour le coup, il y a plusieurs technologies qui sont la vidéo 360, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mixte, la photogrammétrie. Voilà. Donc, il y a un ensemble de technologies qui sont adaptées à des cas d'usage qui sont différents. Mais au-delà de ça, le vrai enjeu, en particulier dans le cadre de la réforme professionnelle aujourd'hui, qui est basé fondamentalement sur la notion de compétence. Toute la réforme et du système de formation et des modes de délivrance des diplômes, des titres, des certificats est aujourd'hui basé sur la notion de compétence. Donc, les vrais enjeux, au-delà de cette promesse technologique, c'est comment est-ce qu'on passe à l'échelle d'une preuve de concept à la réalité des usages, comment est-ce qu'on accompagne la transformation des organismes de formation, quels qu'ils soient, à utiliser ces nouvelles technologies que les gens ne connaissent pas et avec lesquelles ils ne sont pas agiles, et donc avec lesquelles ils sont aujourd'hui en difficulté à en tirer plein profit. Et l'autre enjeu, parmi d'autres, mais il y en a d'autres, c'est comment est-ce qu'on s'assure effectivement que ces dispositifs de formation développent réellement les compétences qui sont attendues et soit, à défaut d'être en capacité de les certifier, ce qui est un processus un peu particulier, en tous les cas, de fournir les données nécessaires à ce que les compétences qui devraient préexister au cahier des charges de la conception de n'importe quel dispositif de formation, ces compétences sont bien développées, monitorées et considérées comme acquises à l'issue de ce dispositif de formation. Donc là, on a quand même 2 dimensions. Il y a une promesse technologique qui est phénoménale et il y a une réalité des usages aujourd'hui dans les dispositifs de formation, quels qu'ils soient. Et entre les deux, il y a quand même des sujets dont il faut prendre conscience et qu'il faut traiter en pleine connaissance. Et c'est effectivement un peu tout le travail du pôle de compétences qu'on a construit. Sachant qu'on s'appuie pour faire ça sur les applications de Pitch Boy, telles qui sont tout à fait remarquables. Merci Nicolas pour le coup de pub. Moi je vais me faire un petit peu l'avocat du diable parce que quand Bertrand parlait des 200 centres de formation qui ont été remplacés en fait par les 17 000 casques, derrière la machine, et ça fait partie aussi de notre ADN, c'est que la machine elle doit être au service de l'humain, elle ne va pas remplacer l'humain. Donc certes, là les 17 000 casques vont permettre de toucher davantage les collaborateurs, vont leur permettre d'être plus satisfaits dans la formation, vont leur permettre de travailler sur avoir un ancrage émotionnel et non pas courte durée comme du QCM ou quoi que ce soit. Mais derrière ça veut aussi dire que les centres de formation qui ont une expertise pédagogique vont avoir plus de temps disponible pour créer des contenus plus adaptés.
Et donc, ce qu'on cherche nous à faire quand on travaille avec un client, c'est aussi de travailler avec son centre de formation, parce que le centre de formation, c'est son tiers de confiance. Il a déjà le savoir-faire sur tout ce qu'on appelle le blended learning, donc aussi bien la partie digitale que la partie présentielle. Et donc si on arrive avec une solution qui permet de valider tout le parcours de formation et en plus met à contribution le savoir-faire pédagogique, eh bien du point de vue du centre de formation, c'est la valeur ajoutée qu'il apporte à son client. Et c'est surtout une mise en perspective. On apporte un nouveau chiffre d'affaires, c'est un peu prétentieux, mais on apporte un nouveau besoin qui permet à l'être humain non pas d'être derrière son ordinateur à faire une présentation, mais à vraiment mettre en avant ce qu'il sait faire et la valeur ajoutée qu'il apporte à son client. D'accord. Si tu veux. Ouais. Je vais me permettre de rajouter un petit point, alors un peu aussi pour faire l'avocat du diable et un peu ramener aussi un peu à la réalité. C'est vrai que le coût de Walmart, alors il y a des communications qui disaient 13 000, là on a 17 000, donc ça change en fonction de toujours. Le coût de Walmart, c'est vraiment une notion de, c'est vraiment purement de la communication, clairement. C'est Facebook qui a été derrière, qui a été partenaire avec StriVR, qui a été les créateurs des contenus à l'intérieur des casques, donc je crois que c'est 45 expériences ou quelque chose comme ça, qui étaient fournis en étagère à l'intérieur des différents casques. Donc 17 000 casques. Donc c'est un coût marketing, c'est un coût communication. C'est pas que négatif, parce que c'était une très bonne chose pour le marché. Nous, on est sur Uptel, on est sur le marché depuis à peu près 2 ans et demi. On a clairement vu au départ que c'était compliqué d'évangéliser le marché par rapport à l'utilisation de la réalité virtuelle en formation. Puis il y a ça qui est arrivé. Et ça, c'est arrivé. Et qu'est-ce que ça a provoqué ? Ça a provoqué tout à coup une ouverture des chakras dans les entreprises, surtout dans les grands groupes, qui se sont dit « Ah oui, en fait, c'est possible ». Pour autant, ça ne veut pas dire que ça a amené une explosion. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre sur la France, je vais prendre l'exemple de notre plus gros client, PSA. Eux, ils en sont à environ 150 casques Oculus Go qui ont été envoyés sur tous les sites de production. Ok, 150 par rapport aux 17 000, je suis d'accord, c'est quand même pas beaucoup. Mais en France, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a quand même un véritable frein derrière, et c'est en effet un frein qui est purement lié à la notion technologique, par rapport au coût, par rapport au déploiement, par rapport à tous ces éléments-là. Aussi également, c'est une culture qui est différente entre les États-Unis et nous. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils sont quand même beaucoup plus sur tout ce qui est contenu sur étagère. Ils aiment bien quand c'est tout fait et on leur donne et ils n'ont rien à faire derrière. En France, on a une certaine tendance à beaucoup plus mettre en avant justement les expertises métiers, les centres de formation, les universités d'entreprise, etc., etc. Et en effet, c'est avec eux qu'il faut travailler, c'est avec eux qu'il faut avancer pour réussir véritablement à avoir un succès, avoir véritablement un vrai déploiement de ce type de technologie. Donc ça avance. On est en train d'arriver justement parce que la technologie commence à être intéressante, pas que d'un point de vue waouh, justement, parce que le but c'est justement de passer cette notion du waouh, que waouh, Walmart a fait 17 000, waouh, je suis capable de faire des choses en réalité virtuelle. Non, je vais rejoindre tous mes collègues qui sont sur la table là, c'est vraiment de dire quel est l'intérêt pédagogique, comment est-ce qu'on va véritablement développer les compétences grâce à ça. Donc ne retenez pas le waouh. C'est fini le waouh, c'était il y a quelques temps. Et donc, quand on connaît rien à tout ça, voilà, voilà, vous avez envie de vous lancer dans la. Vous êtes une entreprise, vous voulez vous lancer dans la formation en VR, voilà, vous êtes un intervenant, je ne sais pas par où commencer. Donc là, j'ai mis justement, donc Bertrand parlait, le pavillon et puis le livre qui est sorti. Je vous laisse en discuter. Voilà. En fait, si on considère que la VR est une technologie, moi je préfère dire que c'est un média, mais en tant que technologie, c'est une technologie expérientielle. C'est-à-dire que tant qu'on ne l'a pas essayé, c'est assez difficile de comprendre ce qu'on peut ressentir. Or, il est beaucoup question d'émotion, et particulièrement en lien avec la formation, hein, où on va chercher et obtenir un ancrage émotionnel qui est plus difficile à obtenir dans la vraie vie. Donc, il faut essayer. Voilà. Et il y a encore aujourd'hui une majorité de Français qui n'a jamais mis la tête dans un masque de VR. Hein. Je crois qu'il y a une étude de la CNC, du CNC qui dit ça. Et il y a encore moins de gens qui ont déjà testé la réalité virtuelle dans un cadre professionnel. Dans un musée, oui. Pour faire du jeu vidéo, oui. Mais pour
pour le boulot, beaucoup moins. Donc oui, il y a un travail important d'évangélisation qui est mené par tous les acteurs de l'écosystème, qu'ils soient concepteurs d'expérience, certains formateurs qui sont plutôt en avance. Et puis nous, on a décidé d'en faire notre activité principale, l'acculturation. Donc on a réuni des cas d'usage, donc des applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée utilisées par les entreprises, principalement en France, voilà, dont celle de mes camarades ici présents. Et on reçoit essentiellement des grands groupes. Aujourd'hui, la peur de la techno et du budget fait qu'il y a assez peu de petits comptes ou de petites entreprises, de PME qui viennent spontanément. Plutôt des grands groupes, donc envoyés par soit les départements d'innovation, soit les départements ressources humaines, et spécialement la formation, pour découvrir, pour essayer, pour tester certaines des applications que l'on tient à leur disposition au pavillon. Et le bouquin, finalement, c'est une façon de prolonger ce travail que l'on fait au pavillon, puisqu'on y a interviewé une quarantaine d'entreprises qui déjà utilisent la réalité virtuelle pour de la formation et qui partagent donc des retours d'expérience et des enseignements qui sont intéressants. Merci. Donc tout le monde est dans le livre, c'est ça ? Vous êtes tous non, cités ou pas ? On ne pouvait pas mettre tout le monde, parce qu'il y a quand même 350 startups dans la VR en France, et on a choisi d'attaquer le sujet par des entreprises qui déjà utilisent la VR, donc des retours d'expérience. Donc des use cases complets. Voilà. Et puis, où commencer, et surtout, je parle de Nicolas et des possibilités de l'association. Voilà, j'ai mis un petit slide ici. Surtout, voilà, le problème, c'est ça aujourd'hui, c'est que la VR, c'est une sorte de... On ne sait pas trop en fait ce que c'est la VR. On en reparlera après, mais finalement, voilà, il y a beaucoup de confusion. Donc, il faut absolument aller voir des gens qui savent. Voilà, ça me paraît logique. Ça paraît logique, mais finalement, le problème de l'écosystème aujourd'hui, c'est qu'on essaie de nous vendre des produits en général qui sont des casques pour les particuliers, puis pour les entreprises aussi d'ailleurs, sans trop expliquer un peu des différences majeures. On en parlera après, mais c'est quand même important, surtout quand on est une entreprise sérieuse, de prendre le chemin par le bon côté. Donc l'association me paraît sur ce plan intéressante. Merci. Nous, on parle plutôt des technologies immersives, je l'ai évoqué rapidement. Je pense que c'est important de prendre aussi d'avoir ce point de vue d'entrée et de ne pas toujours parler de réalité virtuelle, qui est une technologie particulière, qui pour le coup est une technologie ancienne. Pour chaque cas d'usage, il faut bien au départ partir d'une part du besoin de formation et d'autre part de la capacité de l'organisation à se saisir de ces technologies pour satisfaire ce besoin, qui sont deux choses assez différentes. Donc on parle plutôt des technologies immersives dans lesquelles il y a la vidéo 360, de préférence interactive, comme le font mes camarades là. Il y a la réalité virtuelle, qui est la reconstruction d'un environnement à partir de technologies 3D qui viennent aujourd'hui majoritairement du jeu ou du cinéma. Il y a la réalité augmentée et réalité mixte, qui sont des systèmes non occlusifs, donc qui vous maintiennent dans l'environnement réel et qui viennent ajouter des données digitales en contexte devant vos yeux. Donc ça, c'est encore une autre technologie qui répond à d'autres besoins. Et puis, sur le dessus du panier, on va trouver ce qu'on appelle la photogrammétrie ou la lasergrammétrie, qui sont des captations d'un environnement réel sous forme d'une photographie tridimensionnelle que l'ensuite on peut didactiser comme étant un dispositif de formation. Donc ça, je pense que c'est bien de ne pas toujours agréger tout dans la VR, parce que c'est nuisible à la bonne compréhension du potentiel de chacune de ces technologies, de leurs avantages, de leurs contraintes, en particulier en termes de coûts et de déploiement, voire d'usage. L'autre sujet, il est bien aussi d'enclencher progressivement la transformation des usages. Nous sommes tous des professionnels de ces technologies. On a l'agilité nécessaire pour se saisir de ces dispositifs et les mettre en situation d'être pleinement utilisés par les apprenants et aussi les formateurs, qui sont la clé. Donc, ils sont la clé parce que c'est pas parce qu'on achète 17 000 casques, 45 expériences. La technologie n'est pas le sujet, en fait. La technologie n'est que le véhicule d'une intention pédagogique qui doit ensuite trouver son expression et sa réalisation
dans la situation d'un formateur, je préfère parler de passeur de savoir, face à des apprenants. Et là, il y a une agilité avec ces nouvelles technologies qui aujourd'hui sont peu connues. C'est pour ça qu'on fait tous un très gros travail d'évangélisation. Il y a d'abord une première agilité pour être confort avec cette technologie, avant même de pouvoir commencer à l'utiliser en situation avec ses élèves. Et si on passe pas ces caps-là et si on se pose pas ces questions-là, le risque d'échec et de déception est important. Parce que le contexte aujourd'hui, il est que on pense connaître les technologies, parce que ça fait quand même 25 ans, 35 ans. Moi, j'ai commencé à peu près il y a plus de 30 ans à développer les compétences par les technologies digitales, par le digital. On pense qu'à partir du moment où on sait utiliser un smartphone, un écran d'ordinateur, enfin tous les dispositifs qui nous sont familiers aujourd'hui, on peut s'approprier les technologies immersives de la même manière. C'est pas tout à fait vrai. En particulier dans un dispositif de conception pédagogique. Aujourd'hui, tous les ingénieurs pédagogiques, tous les pédagogues, tous les andragogues, qui sont plutôt le pendant de la pédagogie dans le domaine de la formation des adultes, qui sont deux disciplines qui sont un petit peu différentes, on a tous été formatés pour penser des séquencements pédagogiques en 2 dimensions, qu'on exécute sur des écrans qui sont plats. Lorsqu'on passe dans les technologies immersives, on doit repenser notre dispositif et notre séquencement pédagogique à partir de la plus-value de ces technologies qui est la spatialisation. Et concevoir un séquencement pédagogique qui n'est plus regardé sur un écran dans une classe bus avec l'allée au milieu et les gens qui sont assis côte à côte et qui parfois s'ennuient, mais de leur mettre un casque de réalité virtuelle et d'être collectivement, parce que l'apprentissage est une dimension nécessairement sociale et collective, et d'avoir des apprenants qui sont en capacité de se déplacer et d'interagir avec des environnements, ce sont des choses qui sont complètement différentes. Donc il y a bien quand même cette dimension de promesse technologique qui est phénoménale, je le redis, et pour tous les champs de compétences. Et je ne suis pas super fan des terminologies anglo-saxonnes hard skills, soft skills, qui sont un peu des grosses boîtes conceptuelles qui mériteraient d'être ouvertes à peu près sérieusement. On va plutôt parler de compétences, des compétences métiers ou des compétences comportementales ou socio-relationnelles. On est bien sur des compétences, donc ça veut bien dire que les expériences doivent développer ces compétences et pas juste proposer une expérience de formation, mais un dispositif d'eux. Voilà. Donc il y a un ensemble de sujets qui, pour que l'investissement, la prise de risque et l'engagement qui soit fait par un service RH, par un centre de formation, en achetant ces technologies, en avançant, voilà, il y a quand même un ensemble de sujets qui doivent être appréhendés pour que cette opération soit un vrai succès pour les formateurs, parce que cette technologie a réellement augmenté leur pratique professionnelle, pour les apprenants, parce qu'ils y ont trouvé un engagement plus important, du plaisir, et qu'ils retiennent donc mieux leur dispositif de formation, et puis plus largement pour l'entreprise, pour qu'elle ait un ROI satisfaisant sur l'investissement en question. Je pense que tu m'as volé la slide suivante, mais c'est pas grave. C'est pas le problème. Non, c'est important de rester un peu là-dessus quand même. C'est ce que tu disais. C'est dommage que je fasse des manips qui vont pas. C'est un peu ce que tu disais. Moi, je tenais quand même à le rappeler, vraiment pas dans le détail, mais qu'on reste dessus. C'est-à-dire, surtout pour les gens qui ont jamais fait de réalité virtuelle de leur vie et dans le milieu professionnel, comme tu disais, il y a des gens qui ont déjà essayé, mais c'est plus du jeu, c'est plus une expérience film ou vidéo 360. Il faut pas tout mélanger. La VR, c'est un peu, voilà, c'est un peu. Alors aujourd'hui, on dit la XR. La XR, c'est formidable. XR, donc c'est un peu ce que j'ai voulu mettre là. C'est un carton avec plein de trucs à l'intérieur. AR, donc réalité augmentée, VR, réalité virtuelle. Réalité mixte, vidéo 360, puis plein de trucs. On secoue le carton et qu'est-ce qu'on en sort à la fin ? Pas mal de confusion. Parce que aujourd'hui, les gens viennent peut-être vous voir, en disant tiens, moi je voudrais faire de la formation en VR. Ah non, je vais faire de l'AR en fait. Oh puis non, sinon la VR c'est bien. Enfin bon, un peu des deux quoi. Voilà. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc il y a ce travail d'évangélisation. C'est un peu l'objet de ce slide. On va pas passer 1 heure dessus, mais c'est important de vraiment. Il faut se poser la question de la technologie et de ce carton dans lequel on va mettre plein d'informations. Et il va falloir en tirer ce dont vous avez besoin. Comme disait Nicolas, la technologie, ça n'est pas tout, c'est juste
une aide, voilà, une aide pour justement améliorer ou rendre plus utile ou plein d'autres éléments, cette idée de formation. Donc, il faut aller voir les professionnels, encore une fois, pour tester. Et donc, je reviens sur le pavillon. Voilà, tester des expériences en réalité augmentée, tester des expériences en réalité virtuelle, des films 360. Il y a de la formation aujourd'hui qui est basée sur une vidéo 360, donc on est dans un casque, donc on a mis ici un peu, moi j'ai mis un peu des notions ici de degré de liberté, c'est-à-dire que dans un casque, une vidéo 360, c'est plutôt à la base passif, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui se passe autour de nous, donc ça peut être suffisant en termes de formation, on a une réaction, on ne se déplace pas dans l'environnement virtuel, et puis par-dessus ça, on peut mettre des couches interactive, donc ça après vous nous l'expliquerez. C'est important, donc c'est les deux grosses différences dans la VR. Donc quand je dis VR, c'est dans le sens immersif, donc je mets un casque sur la tête, c'est pas j'ai sur mon smartphone un film que je tourne avec mon doigt, parce que ça c'est pas très immersif. Donc la différence entre les images précalculées, donc rendues, donc avec plutôt une notion d'interactivité, même si c'est pas tellement vrai, mais d'un niveau, on va dire, de premier niveau, et puis des expériences temps réel, c'est-à-dire que le monde se construit autour de vous pendant que vous y êtes et se modifie selon vos actions. Donc ça, c'est par exemple la simulation de conduite d'engin. On est plutôt dans ce cas-là de temps réel. Je vais conduire mon engin, puis je vais avancer, je vais en bougeant les manettes, je vais pouvoir ouvrir les pinces. Voilà. Donc tout ça, c'est très immersif. Donc plus on va dans ce sens-là, plus on se rapproche de la réalité, quelque part. Parce que la réalité, c'est ça, c'est quand je prends un objet, je l'ai dans ma main, je le sens, je le touche, je le pose ailleurs, etc. etc. Donc tout ça, ça fait partie des technologies disponibles qui existent aujourd'hui, qui sont là. Alors évidemment, fabriquer une expérience cinématique vidéo 360, ça coûte pas le même prix que fabriquer une session de formation en 3D temps réel dans laquelle on va parcourir une pièce de 100 mètres carrés. Voilà, c'est très différent. Donc c'est des choses importantes à bien prendre en compte. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce slide, parce que voilà, la première chose en fait des 4 personnes qui sont là, c'est d'évangéliser. C'est la première étape avant même de proposer des services de prestations ou autres. C'est voilà, attention, VR c'est un gros mot. C'est un gros mot, quoi. C'est un gros mot, c'est grossier, il faut le dégrossir. Voilà. Donc, je pense que vous êtes confrontés à ça. Et moi, ce que je remarque, en fait, c'est assez intéressant, c'est que ce que je remarque, c'est qu'on se disait en 2015, on se disait, cette période-là, elle va durer 1 an, allez, 2 ans, puis donc, en 2018, tout le monde va avoir un casque chez lui, puis ça sera, voilà, on aura passé cette étape d'évangélisation. En fait, pas du tout. On n'en est pas du tout là. On en est ça n'a pas évolué énormément. C'est-à-dire que, comme vous disiez, les gens qui ont eu une expérience de réalité virtuelle, quelle qu'elle soit, sont peu nombreux en réalité. Donc oui, les chiffres qu'on a annoncés tout à l'heure sont des chiffres qui paraissent, quand on voit ça, on se dit tout le monde sait ce que c'est la VR, tout le monde a compris, maintenant il faut juste discuter des prix, quoi. En gros, voilà combien ça coûte. En fait, non, on n'en est pas du tout là. Et ce que disait Nicolas, par exemple, la différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, mais c'est énorme, et les potentiels sont extrêmement différents. Il y en a, chaque technologie a un gros potentiel en formation, mais c'est très différent. Les usages sont différents, les lieux pour pouvoir les expérimenter, ces choses-là sont très différentes. Réalité augmentée, vous devez être sur votre réalité. Par exemple, apprendre à piloter une machine, il faut que la machine elle soit là. La réalité virtuelle, vous n'avez pas besoin, etc., etc. Donc ça, c'est des choses extrêmement importantes que je n'ai pas résumées ici, mais voilà. Ça vous permet déjà d'avoir... voilà, c'est le fil rouge, quoi. C'est qu'est-ce que je vais choisir au départ, qu'est-ce qui est adapté à mon métier, plus que donc une techno plus adaptée plus qu'une autre. Donc ça, c'est très important. Il ne faut pas penser
il ne faut pas penser que ça, c'est acquis, comme vous disiez. Non, tout ça, c'est pas acquis. Et puis de toute façon, ça change tout le temps. En plus, la technologie, c'est pas valable que pour la réalité virtuelle ou que pour la XR. C'est valable pour toutes les technologies. Mais dans la XR, la techno change. Tous les 2 mois, il y a une grosse nouveauté qui arrive et qui finalement change tout. Voilà. Donc je vous plains, vous éditeurs, mais bon, vous êtes propriétaire de votre technologie, donc voilà. Mais c'est vrai que y a un truc qui arrive. Alors soit il y a un nouveau casque qui permet des choses qu'on pouvait pas faire il y a la semaine dernière, soit je sais pas, il y a une nouvelle technologie haptique. Enfin voilà, ça change en permanence. C'est un peu inquiétant pour moi parce que du coup c'est très dur d'être tout le temps formé à la technologie VR, donc pour pouvoir la transmettre, c'est un peu compliqué. Et d'autre part, c'est comme si le marché essayait désespérément de rajouter des couches et des offres technologiques pour pouvoir survivre. Et ça, c'est un peu mon inquiétude. Je te vois dire non, et donc je veux bien ton avis. Deux choses. Un, il y a, quel que soit le matériel, il y a un truc qui ne changera pas, c'est l'effet que ça fait d'être en réalité virtuelle, c'est-à-dire le sentiment d'immersion qui est le pilier de toute expérience, de toute bonne expérience en VR et donc en formation. Deuxième chose, il n'y a pas d'emballement du marché pour essayer de sortir le dernier produit qui remplacera le précédent. Simplement, les producteurs de hardware essayent de faire des efforts pour supprimer un à un ce qu'on appelle les pain points en anglais, les pain points de la réalité virtuelle. Soit en améliorant la qualité de l'image, du son, soit en rendant la mise en place, le déploiement des masques un peu plus aisé. Alors oui, ça évolue rapidement, mais si on le regarde avec cet angle-là, tant mieux si ça évolue rapidement, parce que ça permet un usage simplifié par des gens non experts de ces masques. D'un point de vue plus formation, moi j'aurais une certaine tendance à dire aussi qu'au final, c'est une modalité. C'est-à-dire que l'immersive learning ou l'utilisation des technologies XR en formation, c'est une modalité. Comme le e-learning est une modalité dans du blended learning, comme du présentiel est une modalité. Donc d'un point de vue conception de formation, d'un point de vue réflexion sur le développement des compétences à utiliser des technologies, au final, on est focalisé sur un seul point. C'est toujours la même chose. À quel moment je vais utiliser cette modalité-là dans mon parcours de formation? Donc ça colle très bien avec le sujet d'aujourd'hui. La technologie, en effet, comme Bertrand l'a dit, ça se développe beaucoup pour enlever les pain points. Ça se développe aussi beaucoup pour améliorer l'immersion. On est beaucoup plus sur des éléments comme ça. Mais d'un point de vue formateur, d'un point de vue concepteur de formation, toutes ces évolutions technologiques, je vous dirais bien que c'est pas parce qu'il va y avoir du haptique qui va arriver que ça va changer la manière de faire une formation en immersive learning. Ça va rajouter une couche à l'intérieur, mais c'est pas ça qui va changer ma conception pédagogique non plus. Donc c'est pas non plus si effrayant que ça de voir que ça arrive. Je vous dirais même que on est plutôt content que ça arrive, qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent, que ça soit de plus en plus facile de déployer des casques, que ce soit de plus en plus facile d'installer des corners VR dans une entreprise ou des choses comme ça. Le plus important, c'est vraiment de se concentrer sur comment je vais utiliser ça. Actuellement, ce qui est très drôle, c'est qu'on rencontre beaucoup de clients différents. Et un point que moi je remarque beaucoup quand on discute avec eux, c'est qu'il y a 1 an et demi, on leur montrait de la formation en VR. Ils étaient un peu en mode « Ouais, c'est cool, c'est de la VR ». Maintenant, on leur montre de la VR et ils sont en mode « Ah oui, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais utiliser ça pour ça, pour ça, pour ça ». Il y a 1 an et demi, ils étaient en train de me demander est-ce que je peux utiliser la VR pour former les gens sur Excel? Non. Se mettre dans un casque de VR pour regarder un écran, ça sert à rien. Maintenant, j'ai plus personne qui me dit ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine acculturation qui a été faite quand même, et les gens ne sont plus si perdus que ça sur le potentiel de la technologie. Donc le fait que ça évolue, c'est bien. Encore une fois, c'est très très bien tout ce qui a été annoncé du côté d'Oculus, tout ce qui sont annoncés par tous les constructeurs, c'est très très bien. Limite, on aimerait bien qu'ils aillent un peu plus vite sur certaines choses. Ce serait mieux pour nous. Mais voilà, ça ne changera pas qu'actuellement, ça reste de la conception de formation, et donc c'est ça qu'il faut développer le plus. Maintenant, il y a un avantage avec la VR, et c'est aussi quelque chose qu'on a remarqué.
Dans mon ancienne vie, j'étais plus sur le côté e-learning classique, donc e-learning 2D à regarder des écrans. Et quand on essayait de voir des experts métiers pour créer un e-learning, c'était une tannée. Parce qu'il faut dire ce qui est, conceptualiser toute la compétence, toutes les connaissances pour mettre ça en 2D, c'est pas toujours très simple. Par contre, ce qu'on remarque maintenant, c'est qu'avec la VR, les experts métiers, ils y vont beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce qu'on leur dit que c'est la réalité. On leur dit de prendre la réalité de leur travail, la réalité de ce qu'ils font, et tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est quand même quelque chose qui commence à bien arriver, qui commence à être bien ancré, et qui fonctionne quand même plutôt bien. Maintenant, on attend vraiment juste que tout ça évolue encore plus, pour qu'on puisse aller encore plus loin en termes d'immersion. Donc vous avez vu en combien de temps l'évolution de vos clients, prospects ou partenaires parce que tu me dis ça, c'est vrai que moi je suis pas dans le secteur de la formation, donc j'ai pas cette vision, mais ça m'intéresse de savoir est-ce que ça a évolué vite dans leur tête ou pas. Qu'est-ce qui fait que ça a évolué comme ça ? C'est parce qu'ils ont expérimenté justement plus ou comment ça s'est passé pour eux ? Des années qu'on fait du super. Ouais, mais non, mais c'est intéressant de savoir. Ouais, en fait, si je me base uniquement sur ce que nous on a vu du côté Uptail, voilà, on existe depuis 2 ans et demi. La première année, on a surtout été créateur de contenu parce qu'il fallait évangéliser le marché pour montrer ce qui était possible de faire. Donc, on va dire 2017, ça a été l'année vraiment l'année de l'évangélisation. 2018. Ça a été l'année où les gens ont commencé à vouloir faire des choses plus personnalisées. Donc justement, il y a eu le cas Walmart qui a débarqué. Donc ça a aussi ouvert les chakras sur cette partie-là. Donc 2018, ça a été vraiment ça. C'est tout le monde a commencé à vouloir s'y mettre. Tout le monde a commencé à faire des pilotes, des proof of concept sur des sujets à eux. 2019, c'est l'année, nous on considère c'est l'année du déploiement à l'échelle. Ce qui implique toutes les problématiques qu'il y a derrière en termes de déploiement à l'échelle. C'est-à-dire comment je fais pour installer mes casques, comment je fais pour avoir, que les gens puissent regarder mes formations, etc., etc. On n'est même plus sur la technologie d'immersion en elle-même, on est sur comment je fais pour déployer ça à l'intérieur de mon entreprise. Donc au final, en moins de 3 ans, on a quand même vu une grosse évolution et un gros changement là-dessus. Qu'est-ce qui a pu provoquer ça ? En effet, les gros coûts, du style Walmart et compagnie, le fait qu'il y ait de plus en plus de cas d'usage qui sont arrivés, aussi le fait qu'il y ait de plus en plus de chiffres qui sont arrivés, de véritables chiffres sur l'efficacité de la VR en formation. Parce que ça, en 2017, 2018, début 2018, à chaque fois qu'on nous demandait vous avez des chiffres, des recherches, des ROI, etc., etc., c'était un peu difficile d'en trouver des véritablement pertinents et vraiment intéressants. Maintenant, ça va, on en a plein, et ça aide aussi, ça a poussé énormément là-dessus. Donc ça en parle de plus en plus, il y a énormément de communication autour de tout ça. Même si on dit qu'au final, les casques de VR, il n'y en a pas tant que ça, en fait, quand on regarde l'Oculus Go, il s'est vendu quand même beaucoup. L'Oculus Quest, qui est sorti à peine en juillet, il s'en est déjà vendu, je crois, presque 1 million, quelque chose comme ça. Donc, mine de rien, ça commence à rentrer dans les mœurs, ça commence à rentrer dans les usages, et les gens, notamment les gens de la formation qui ont besoin d'innover constamment, ils s'y intéressent vraiment de plus en plus. Et c'est ça qui a beaucoup aidé. D'accord, tu veux dire quelque chose là-dessus ? Non. Ok. Voilà. Nous y voilà, nous y sommes. Donc là, on a jusqu'à présent parlé généralité, même si on n'a pas encore vu de cas d'usage. Donc l'idée, c'est de voir un peu Pitch Boy et Uptail. On va pas faire des démos, hein, c'est pas le but, mais c'est juste d'expliquer les concepts. Moi, je connais pas Pitch Boy, je connais Uptail parce que je l'ai utilisé en fait. Je t'expliquerai. Mais je connais pas Pitch Boy. Enfin, j'ai compris le concept. Donc déjà, bravo, parce que j'ai compris à quoi ça servait. Je trouve ça plutôt bien. Je te laisse un peu expliquer ce que c'est. Et puis, quand est-ce que vous êtes... Alors, en une phrase, on fait, nous, de la VR en vidéo 360 avec de l'IA et du NLU pour de la formation sur les soft skills. Ça va, j'ai perdu tout le monde ? Ouais, c'est bon. Parfait. C'est bon. Concrètement, si je prends un cas concret, on travaille avec Bouygues Télécom. Ils ont un enjeu très important qui est de former les conseillers clients. Donc, on va prendre notre caméra 360, on va les tourner dans la boutique Bouygues Télécom, donc c'est bien de la vidéo 360 pour le réalisme, et
l'acteur qu'on va avoir, qui aura été choisi par Bouygues Télécom, il va avoir appris un script. Et ce script, c'est exactement comme... Est-ce que ça vous parle si je dis Bandersnatch, Black Mirror, le livre dont vous êtes le héros? Eh bien, c'est exactement le même concept. En fonction de ce que va dire l'apprenant et la manière dont il va le dire, ça va entraîner une réaction de la part de son interlocuteur. Et pour le réalisme, l'interlocuteur, c'est un acteur. Donc, quand je parle de réalité virtuelle vidéo 360, maintenant vous êtes clair avec ces sujets-là. Quand je parle d'IA, donc d'intelligence artificielle, et de NLU, ce qui signifie compréhension du langage naturel, eh bien vous êtes clair aussi. Donc ce que nous on a développé derrière, c'est juste la combinaison entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus naturel pour un être humain que de parler. Et d'ailleurs, les conflits, c'est quand on ne se comprend pas, quand on a une attente qui n'est pas résolue. Et à partir de ça, eh bien, on va partir sur les critères d'évaluation qui sont définis par l'entreprise, qui sont très souvent les mêmes qu'on retrouve dans les supports de formation, à savoir la notation, ce qu'il faut dire quand on travaille chez Bouygues Télécom, ce qu'il ne faut pas dire quand on travaille chez Bouygues Télécom. Et on va intégrer tout ça dans la mise en situation. Donc quand l'apprenant met son casque, ou d'ailleurs il peut le faire depuis n'importe quel support, il peut le faire depuis un ordinateur, un téléphone, une tablette, peu importe, et qu'il lance sa simulation, eh bien, il va avoir une discussion avec un client, un prospect, et c'est tout à fait naturel. On n'a pas réussi à faire plus naturel que ça jusqu'à présent. Alors moi j'ai une question, quand tu dis discussion, c'est-à-dire que c'est interactif, c'est-à-dire moi je parle, et donc lui il me répond pas parce que c'est... Si, il te répond. Enfin, donc, alors comment ça se passe ? Parce que technologiquement parlant, c'est de la vidéo 360, donc c'est pas du temps réel. Donc comment ça se passe ? Enfin, je veux pas dévoiler le secret, mais qu'est-ce qui fait que le dialogue me paraît à moi naturel en fait ? Eh bien, dans le langage naturel, le gros avantage, c'est qu'on va créer des bases d'intention. C'est-à-dire que si je vous dis bonjour, bienvenue chez Bouygues Télécom, ou bonjour, je suis Omeric, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? En fait, pour dire la même chose, dans chacune des langues sur la planète, il y a un nombre déjà limité de manières de dire la même chose. Donc nous, on va créer toutes ces bases, et ça va permettre à la machine de comprendre. Ah bah tiens, la personne là, elle a eu tel niveau de langage. Ou alors tiens, elle a dit salut. Ah non, salut, c'est Bouygues Télécom. Non. Donc la réaction que va avoir l'acteur, ça va être ah, c'est comme ça que vous accueillez vos clients chez Bouygues. Pour choquer. Toujours cette notion aussi de réel. Et il faut imaginer tout ça maintenant sur une simulation qui va durer dans les 8 minutes. Comme c'est le cas dans la vie. Ok. Donc c'est concentré, c'est une niche de la formation. Oui. Cette mise en situation et donc ça se passe bien pour vous Ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Je rejoins ce que disait Tuan tout à l'heure, c'est qu'on est également dans la phase de POC avec la phase de déploiement. Donc il y a un niveau de maturation auprès des clients. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on garde une période de 3 mois qu'on appelle la période de démarrage une fois qu'on leur a livré le scénario, pour qu'ils puissent eux en fait s'en servir et faire du au bas. C'est-à-dire qu'ils vont aller présenter tout ça à la direction générale pour bien se faire mousser, c'est très important. Et après descendre aussi auprès des apprenants de demain pour qu'ils puissent eux faire des retours et voir s'il n'y a pas des choses à corriger, à adapter. Et les retours sont très positifs, donc ça permet d'aller vite. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est on connaissait avant le coût de ce genre d'expérience en réel. C'est-à-dire que je pouvais mobiliser une journée et puis faire passer des gens avec des vrais acteurs pour le coup. En face, tout ça en vrai, on arrivait à connaître un coût. Est-ce que le coût en réalité virtuelle, est-ce qu'il y a un rapport ? Est-ce que c'est moins cher ? Est-ce que c'est plus cher pour l'entreprise ? Comment ça se passe ? Alors il y a un coût d'investissement qui lui est plus cher, oui. Mais dès lors qu'on passe dans la phase de déploiement, parce que alors, dans le coût d'investissement, ça va être quoi ? Ça va être la création du scénario, donc qui prend dans les 1 mois, avec un chef de projet dédié. Après vous avez la partie tournage, puis post-production, où là vous avez encore 1 à 2 jours de tournage, post-production dans les 3 semaines, donc on va dire un 2e mois. Et après tout ce qui est enregistrement des bases d'intention, de la compréhension du langage, et là vous avez encore 1 mois. Donc vous avez un coût incompressible qui est pour la création du scénario pour l'entreprise. Et après, dès lors qu'il commence à déployer, eh bien l'amortissement se fait progressivement. Et dès lors qu'on a plus de 50 collaborateurs à former, c'est quelque chose qui commence parce que vous avez de la récurrence. Pourquoi ? Bon, là, on a
une image derrière sur le score, donc le feedback qu'on a directement avec le détail. Donc un apprenant, quand il a terminé sa mise en situation, il va pouvoir voir ce qu'il a bien fait, ce sur quoi il doit travailler, il va avoir le détail aussi de comment progresser. Et donc il a un accompagnement qui est sur mesure, sans avoir besoin de faire intervenir quelqu'un qui va le juger ou qui va lui dire, qui va apporter... parce que c'est là où en fait l'humain a une limite. C'est que si quelqu'un me donne un conseil, j'ai deux manières de le percevoir. Soit je le vois comme un conseil, soit je le vois comme une critique. Et donc la réception de mon cerveau par rapport à ça va pas être la même. Si je le perçois comme une critique, je vais avoir une tendance à rejet. Si je le vois comme un conseil, je vais tendance à chercher à l'accepter. Quand c'est une machine, on est neutre. Et surtout que tout le monde est évalué de la même manière. Donc l'objectif, si je vois que je dois progresser sur tel ou tel axe et que je vois que les recommandations sont bien précisées, eh bien je vais refaire la simulation. Et derrière, vous avez une partie de l'intelligence artificielle qui, connaissant l'apprenant, va modifier le scénario pour lui permettre de vivre une expérience différente de celle qu'il a vécue juste avant. Et donc, il ne peut pas apprendre les réponses par cœur. Donc il y a une grosse part de travail d'intelligence artificielle dans le processus. Ça, c'est intéressant. Et la machine est entraînée par des humains. Donc il y a une grosse part de travail, de cerveau, de jus de cerveau humain. D'accord. Bravo. C'est intéressant. Alors Uptel, donc oui, donc je disais oui, j'ai fait des choses sur Uptel pour un client. Voilà, moi j'étais en dessous du client. Enfin, voilà, je t'expliquerai après. Et voilà, donc je me suis inscrit, je me suis mis sur la plateforme et ça m'a bien plu. En termes de facilité surtout, c'est-à-dire que moi j'avais pas trop envie, de passer trop de temps à comprendre le logiciel, enfin l'interface du moins, puisque c'est web. Et en fait, je trouvais ça plutôt simple. Donc c'était ce qui m'a paru bien par rapport à d'autres choses. Alors moi je fais pas de formation, mais j'ai utilisé d'autres logiciels comme ça d'interactivité à poser sur des vidéos 360. C'est toujours un peu c'est compliqué. Donc ça prend du temps, donc du coup au final tout ça n'est pas très rentable. Voilà. Et là j'ai trouvé ça plutôt pas mal. On m'a forcé, je suis pas venu. On m'a forcé à utiliser. Et en fait, moi en un quart d'heure j'avais à peu près compris comment ça marchait. Voilà, donc je veux bien que tu nous expliques un peu comment ça marche. Alors merci beaucoup pour l'introduction, ça fait plaisir. Ça veut dire que le travail qu'on fait est plutôt bien. Donc oui, en fait, Uptail, donc nous on est vraiment une plateforme, c'est-à-dire que notre objectif à nous, c'est l'entreprise apprenante. Complètement. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est de donner la main aux gens qui ont la connaissance dans les entreprises pour pouvoir créer ce type d'expérience et pouvoir utiliser ce type de modalité. Donc en fait, on a vraiment tourné tous nos développements, notre plateforme, autour justement de la facilité d'utilisation, autour du fait d'aider le concepteur pour justement démocratiser l'immersive learning. C'est vraiment notre objectif, c'est vraiment notre but. Notre but à nous est pas d'être spécialiste dans une partie bien précise, comme du côté de PitchBoy par exemple. Nous, on va essayer vraiment d'atteindre sur la majorité des compétences, que ce soit hard skill ou soft skill. Désolé pour les termes, qui vont vraiment être présents dans tous les secteurs possibles de l'entreprise. Donc en fait, on a vraiment créé une plateforme, c'est-à-dire on se considère pas comme un outil auteur, on n'est pas un simple outil auteur, parce qu'au départ, on était un outil auteur. Et quand on était juste un outil auteur, on a rencontré les problématiques de comment je déploie tout ça derrière. Donc après, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour le déploiement. Après ça a été toute la problématique, comment je fais pour pouvoir piloter et suivre mes formations maintenant par rapport à ça. Donc on a mis en place toute la notion qu'il y avait derrière aussi de reporting et tout. Donc on est vraiment une plateforme qui va permettre la création, la diffusion et le pilotage d'expériences d'immersive learning. Après notre principe, c'est vraiment encore une fois d'aider le concepteur. C'est-à-dire qu'on a pensé à tout le process de création et on va offrir dans la plateforme la possibilité aux gens de suivre tout ce process. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un éditeur de storyboard spécifique qui va leur permettre de créer leur storyboard, leur conception pédagogique, pour pouvoir le faire valider et tout, parce que c'est la partie la plus longue, quoi qu'on en dise. C'est vraiment la conception pédagogique qui est la plus longue. Ensuite, sur la partie tournage, c'est pas lié à nous, mais on va quand même avoir énormément de formation et d'accompagnement de nos clients par rapport à ça pour les aider à avoir les bonnes pratiques. On va même mettre des fonctionnalités pour les aider, tout simplement, parce que vu que l'idée c'est que n'importe qui soit capable de le faire, s'il faut une machine de gamer pour pouvoir faire
faire mes traitements de vidéos, c'est un peu galère. Donc on a mis en place par exemple des fonctionnalités de processing des vidéos directement dans la plateforme. On va utiliser la puissance du cloud. Donc on a une solution cloud, on est sur le cloud de Microsoft parce il y a 2 de nos fondateurs qui sont des anciens de Microsoft. Ça va aider énormément pour tout ce qui est puissance de calcul. Donc on n'a pas besoin d'avoir une machine de compétition pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, avec la plateforme, vous allez pouvoir ajouter toutes les interactions. Donc on va être sur des interactions de type classique e-learning, affichage d'informations, vidéo, audio, etc. Du quiz classique, du cheminement conditionnel classique. Vous pouvez faire poser des questions et en fonction de la décision prise par l'apprenant, il va pouvoir voir une vidéo ou une photo différente de ce qu'il a eu derrière. Et on va rajouter d'autres éléments un peu plus poussés. Par exemple, tout ce qui est manipulation des objets 3D également. Donc on a mis des éléments qui vont utiliser les manettes pour que les gens puissent vraiment attraper des objets, faire des manipulations avec. On a aussi rajouté de l'analyse vocale pour tout ce qui est partie, soit donner des instructions à la voix, soit tout ce qui est partie soft skill également. L'idée est vraiment de faciliter pour le concepteur toute cette partie-là, même sur la partie traduction, c'est-à-dire qu'on a mis en place, on utilise des API cognitives de Microsoft pour faciliter la traduction, parce qu'on sait que dans une entreprise multinationale notamment, c'est pas le tout de faire le module en français, j'ai peut-être besoin de le faire en 50 langues différentes, j'en sais rien, et c'est du temps, c'est aussi de la ressource, donc on va proposer des solutions là-dessus pour faciliter cette partie-là. Et après, ça va être toute la partie déploiement. Donc on a pensé aussi, et là c'est plus par expérience, on a essayé de penser à tous les scénarios possibles. C'est pas que de mettre des gens dans les casques, c'est aussi de prendre en compte que dans mon usine, j'ai pas de Wi-Fi. J'ai pas d'internet, j'ai pas de moyen de récupérer les éléments. Donc on a mis en place des applications, du matériel pour pouvoir permettre tout ce qui est vision offline également, online, tout en récupérant tout ce qui est notion de reporting. Et après, toute la partie reporting, analyse de comportement, analyse où est-ce que les gens ont regardé, sur l'analyse vocale, leur manière de parler, nuage de mots, rythme de parole, etc., etc. Donc l'idée est vraiment d'avoir une solution complète pour permettre la diffusion la plus simple possible auprès des gens. Et nous, on le voit, notre plus gros client actuellement, ça doit être PSA, donc le groupe PSA. Il travaille avec nous depuis 1 an et demi. Ça a commencé avec une phase de POC, comme pour beaucoup. C'est-à-dire on commence toujours avec une phase de POC, quoi qu'il arrive, sachant qu'on arrive quand même à raccourcir les temps de POC du fait qu'on utilise la plateforme pour le faire fonctionner. Mais PSA, au bout d'1 an et demi, ils en sont maintenant à 80 créateurs différents. Ils en sont à 300 expériences qui ont été créées au sein de l'entreprise sur 5 pays différents. Ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est que les personnes qui créent, ce ne sont pas que des gens de la formation. Ce sont des gens, des opérateurs qui travaillent sur des lignes de production, qui peuvent aller faire leur petite capsule en allant capter une photo ou une vidéo 360 et de rajouter par eux-mêmes des éléments. Et PSA a énormément de cas d'usage différents, même des cas d'usage que nous, on n'avait pas du tout pensé. Du style, ils ont créé une expérience par eux-mêmes sur comment je fais pour que mes salariés, mes opérateurs dans les usines aient les bonnes pratiques par rapport à l'échauffement. C'est bête, c'est un kiné et un médecin d'un site à Mulhouse qui a décidé de faire ça tout seul. C'est une expérience qui suit la vie d'un opérateur dans sa journée et à chaque moment, il va montrer des exercices d'étirement, d'échauffement, etc. Il demande à l'apprenant de faire les choses. Et ça a été une des premières grosses expériences qui a été diffusée en masse. Je crois qu'ils en sont à 20 000 personnes qui sont passées dans l'expérience dans toutes les usines du groupe. Voilà. C'est intéressant parce que du coup les utilisateurs s'approprient pas l'outil, parce que l'outil pourrait faire ça avec d'autres concurrents, j'en sais rien, mais en tout cas la perception de ce qu'on peut faire avec la VR, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc on a vu les outils, on a vu les gens qui sont plus là au-dessus des outils pour parler en général de la VR, l'évangéliser, montrer des choses, proposer des services, etc. Nous avons fait 1h00. Je vous félicite. Si vous avez des questions à poser nos intervenants, vous n'hésitez pas, c'est maintenant. On peut prendre 5 minutes pour vous répondre. Voilà. Et puis si vous n'en avez pas, je vais aller faire le... Je vous laisse un micro, ça vous allez pouvoir... Hop. Alors, question. Oui, excusez-moi de revenir sur les poncifs, mais sur l'aspect charbotron que certaines personnes ressentent. Comment vous faites en fait quand chez votre client il y a une partie de personnes qui sont réticentes, qui ont une posture opposée à la VR? Est-ce que vous faites en sorte de proposer une autre modalité pour ces personnes ou comment vous faites en fait?
Alors nous, de notre côté, en fait, on a décidé d'utiliser une technologie bien précise au niveau de la VR, c'est-à-dire le WebVR. On utilise un peu d'Unity aussi à côté, mais l'idée, c'est que nos expériences ne sont pas visibles qu'à l'intérieur de casques de réalité virtuelle. Ils sont visibles sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur, etc. Donc l'idée, c'est que s'il y a des gens qui sont vraiment malades dans les casques, ils ont quand même la possibilité de pouvoir regarder être sur d'autres supports. Bien entendu, moins immersifs, et on ne va pas forcément conseiller qu'ils utilisent que ça, mais au moins ça permet à n'importe qui de pouvoir vraiment les regarder. L'autre point aussi, et je pense que c'est exactement la même chose que pour Pitch Boy, on est sur de la vidéo 360, on est sur de la photo 360, et dans les bonnes pratiques qu'on va toujours donner, par exemple, c'est qu'on va dire aux gens d'éviter le mouvement de la caméra. Parce que le mouvement de la caméra, le monde entier bouge, vous bougez pas. Oui, c'est Gerbotron, c'est complètement ça. Ils ont utilisé ça pour une expérience, je crois, des gens pour ces sensibilisations aux méfaits de l'alcool. Ça marche très bien, je vous conseille de la faire. Mais voilà, on va essayer de donner quand même toutes les bonnes pratiques possibles par rapport à ça. Et en général, donc, c'est des points fixes où les gens restent. Et les gens se sentent quand même beaucoup mieux. Il y a des gens. Personnellement, je suis quelqu'un qui suis très malade en VR. C'est triste, c'est mon métier. Mais voilà, j'ai quand même la possibilité de pouvoir rester longtemps dedans et de pouvoir jouer énormément en VR parce que je suis geek et on va pas m'empêcher ça. Mais je vais quand même choisir correctement les éléments qui vont m'éviter de me sentir malade. Merci. Monsieur, une question ? Oui, j'avais une petite. Ça marche. J'avais une petite question par rapport au cas d'usage, des exemples. Est-ce que vous pourriez nous en donner, par exemple, donc on dit que la VR est complètement immersive, ça a son intérêt, mais est-ce qu'il y a des exemples justement par rapport à des cas d'usage bien précis? Et deuxième partie, une autre question que j'avais, puis que j'ai le micro, j'en profite. Par rapport, vous avez dit tout à l'heure que l'intérêt aussi de la formation, c'était d'être à plusieurs, c'était collaboratif. C'était pas juste dans l'unicité de l'expérience. Alors du coup, comment gérer le fait que la VR c'est une expérience unique avec une personne qui a un casque et le côté peut-être collaboratif. Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est des discussions qui se passent après? Voilà. C'est une question très intéressante. Sur les cas d'usage, ça devient presque compliqué de répondre à cette question, tellement la quantité de simulations sur des thématiques différentes devient exponentielle. On peut se restreindre à des cas d'usage en France, et là pour le coup, les quelques exemples qui ont été évoqués sont intéressants, mais il y a aujourd'hui à peu près des sujets, des simulations sur tous les sujets. Que ça soit des compétences métiers dans tous les domaines ou que ça soit des compétences comportementales et socio-relationnelles dans tous les domaines. Et celles qui manquent, c'est pour répondre à des besoins spécifiques d'entreprise sur un métier particulier ou sur une posture relationnelle ou commerciale particulière. Mais le point d'entrée, cas d'usage, me semble plus être un sujet. Voilà, le sujet, c'est effectivement comment est-ce qu'on les déploie et comment est-ce qu'on rend ça au bénéfice des apprenants. La question de la dimension sociale de l'apprentissage en utilisant les technologies immersives, à mon avis, elle se positionne de deux manières différentes. La première, c'est comme ça l'a déjà été évoqué, c'est en présentiel. À ce moment-là, on va avoir une modalité, on va utiliser un outil d'enrichissement d'une séquence pédagogique traditionnelle. Et donc là, on est bien dans le métier du formateur, de comment, à travers différents médias d'apprentissage, il organise cette expérience sociale qui est d'apprendre collectivement. Et l'autre situation, elle est liée sur ce que j'appelle en général la promesse de l'ubiquité, ou qu'on pourrait plus rapidement dire des classes virtuelles. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les classes virtuelles, c'est-à-dire un partage d'écran, Skype et des documents à ses qualités, elle a vite assez ses limites, surtout si on est beaucoup. Et pour le coup, c'est d'ailleurs bien pour ça que Facebook, entre autres, investit des milliards de dollars pour développer son réseau social et des situations de relations sociales en réalité virtuelle. C'est la possibilité sous forme d'un avatar de se rendre sur ce qu'on va, restant dans la formation, un plateau technique, quel qu'il soit, et de se retrouver en étant chez soi, à son bureau,
et de se retrouver incarné sur ce plateau technique avec d'autres apprenants et d'autres avatars et d'y faire ce qu'on y ferait dans la réalité sans avoir besoin de se déplacer. Donc, ça, c'est une modalité qui est vraiment intéressante. Aujourd'hui, assez opérationnelle. Il y a des outils qui existent. Il y a certaines expériences qui sont pensées pour ça. Entre autres, dans la dimension de tout ce qui est collaboration au travail, formation, mais aussi collaboration au travail. Ça fait déjà, il y a déjà plusieurs outils qui sont utilisés depuis plusieurs années, entre autres dans l'industrie, pour faire de la revue de projet en réalité virtuelle et en collaboratif depuis de nombreuses années. Là, on retombe à nouveau sur la capacité des organisations à se saisir de ces outils existants, à transformer leurs pratiques professionnelles pour les passer à l'échelle. Mais le potentiel de classe virtuelle, d'incarnation que Homéric évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de ne pas être soi en tant qu'individu physique, social, unique, mais de pouvoir se mettre en situation d'apprentissage incarné de manière un peu distanciée sous forme d'un avatar tout en étant extrêmement focalisé du fait de l'immersion, est un levier d'apprentissage extrêmement puissant, d'autant si effectivement à la conception de l'expérience, du dispositif de formation, on a bien pensé à fournir des outils qui augmentent la pratique des formateurs, de façon à ce qu'eux s'en saisissent réellement et qu'ils puissent tirer pleinement profit de ces médias, l'expression me va assez bien, pour faire leur travail de passeurs de savoir et de donner du sens à des dispositifs qui en ont éventuellement si on les regarde seuls, mais qui en trouvent un autre beaucoup plus important s'ils sont mis en perspective, animés par un professionnel de la formation, de la pédagogie, et qui vient donner du sens et qui vient vous emporter dans la passion qui est son métier, si on a affaire à des gens qui sont passionnés par leur métier de passeur de savoir, et qui fait que là, effectivement, l'émotion qui est apportée par la technologie est décuplée par le travail du formateur et qui reste la clé, m'en semble-t-il. Eh bien, alors, j'ai une question. Je vois Philippe là-bas qui veut poser une question. Je vais lui donner le micro et après je vous la pose et puis après, c'est fini. Voilà. Merci. Philippe Fuchs, prof de réalité virtuelle depuis très longtemps. C'est juste une information pour cet après-midi, pour les problèmes de nausée, de confort, etc. Je fais une intervention, une conférence de 16h30 à 17h30 sur ce qu'il faut connaître, indispensable à connaître en réalité virtuelle. On parlera de ces problèmes-là et d'immersion, interaction, mais au niveau de l'être humain. À quelle heure ? De 16h30 à 17h30 dans une salle ici, Théma ou Thème, je ne sais plus combien. Ok, on y sera. Il me semble que l'année dernière, M. Wolf parlait d'un 4e média, tout ce qui est expérience XR. Et il parlait aussi du fait de mettre en place une grammaire. Et ce qui était important, c'était de développer cette grammaire qui n'avait pas été écrite encore. Et je voulais savoir depuis un an, est-ce que cette grammaire avait été écrite ? Et si oui, est-ce qu'il y a des axes qui émergent ? Alors, spécifiquement au sujet de la formation ou sur la réalité dans un premier temps assez large, et après au niveau de la formation. Parce que moi, je pense à la formation des élèves. Si on veut essayer d'utiliser ces outils-là dans l'éducation, par exemple, il faut qu'on puisse s'appuyer sur cette fameuse grammaire. Oui, alors j'évoquais cette grammaire effectivement parce que j'aime parler de la VR comme d'un média, puisque le dispositif, c'est, en tout cas sur un masque de réalité virtuelle, c'est 2 lentilles qui permettent de regarder un écran comme un média. Mais c'est un média qui a des spécificités, et notamment il a cette spécificité unique que n'ont aucun autre média, qui est de disparaître quand on l'utilise. Et le dispositif médiatique disparaît. C'est comme si le média était transparent. C'est ça qui crée l'immersion, la présence, etc. Et comme tout nouveau média, chaque fois ça a été le cas, il y a une façon de travailler avec et d'utiliser les potentialités de ce nouveau média qui sont à créer, qui sont à écrire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un abécédaire de la VR qui a été écrit depuis un an, mais simplement il y a tous les jours des centaines de boîtes qui essayent de le mettre en pratique et d'avancer. Et sur les aspects de formation, je voudrais juste apporter un témoignage très simple. Quand on a ouvert le pavillon, on avait quelques petites dizaines d'applications
qui étaient liées à la formation. Aujourd'hui, on en a plusieurs centaines. Voilà. Donc les choses évoluent très très vite. On était tous là aujourd'hui pour témoigner de l'avancée et des progrès qui sont faits et de cette grammaire qui s'écrit en même temps qu'on écrit les histoires qui vont avec. Merci de votre présence. Vous avez... Juste un complément à la question de monsieur. À défaut d'une grammaire, effectivement, je partage parfaitement. Il faut effectivement qu'on s'accorde sur la création d'un vocabulaire de description de ce que c'est qu'une bonne expérience VR ou d'une moins bonne expérience VR. Et pour mon point de vue, de ce que c'est un bon outil pédagogique, immersif, en tous les cas, qu'on puisse le définir ainsi avec des langages communs pour les techniciens et pour les pédagogues. Donc ça, c'est un vrai sujet. À défaut de cette grammaire, il y a une charte de bon usage des technologies immersive qui vient d'être publiée par un collectif dont Philippe Fuchs a été un des principaux artisans et qui permet de poser un cadre d'usage qui était absolument nécessaire. Donc on a déjà un premier élément. Et effectivement, je vous encourage, si vous avez le temps, à aller écouter la conférence de Philippe, parce que la question de la nausée en VR est une vieille question assez récurrente, dont les racines se remontent à l'utilisation de dispositifs qui étaient inadaptés, des téléphones avec des mauvaises expériences, et que la conception, la compréhension des mécanismes qui font qu'on est malade est parfaitement maîtrisée depuis très longtemps. L'enjeu, il est plutôt de s'appuyer sur ce savoir-faire français fort ancien pour concevoir des expériences qui ne rendent pas malade, parce qu'il y a quelques cas où c'est le cas, mais l'immense majorité, il n'y a aucune raison d'être malade si ça a été bien pensé. Et Monsieur Fuchs fait partie des gens qui ont parfaitement défriché tous ces sujets depuis très longtemps, et voilà, assister à sa conférence, vous ne le regretterez pas. Monsieur, une dernière question. Juste une question. Est-ce que vous avez des exemples au niveau des formations, parce qu'on parle beaucoup d'inclusive par rapport à l'handicap. Est-ce que la VR, est-ce que vous avez des exemples par rapport à ça? Au niveau est-ce que dans la formation, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que ça a un intérêt, est-ce que ça peut aussi apporter quelque chose au niveau du côté inclusif? Alors, sur la notion d'inclusif, si on part sur certains sujets, spécifiquement dans les entreprises, il n'y en a pas beaucoup qui ont été faites. Faut dire ce qui est. Ils se cherchent tous encore un petit peu sur cette partie-là. Et je pense même que sur la formation classique, ils se cherchent encore tous un petit peu sur cette partie-là. Sur des choses qui sont faites, par contre, plus en mode recherche, il y a des choses assez intéressantes. Notamment tout ce qui est utilisation de la VR pour... Alors, c'est pas vraiment sur la notion d'inclusif, mais là, on va plus être sur la notion d'handicap ou sur la notion de vraiment prendre en compte les personnes handicapées ou pour aider à la rééducation ou des choses comme ça. C'est-à-dire que sur tout ce qui est médical ou autre, il y a énormément de choses qui sont faites par le biais de la VR, notamment pour les personnes... Là, récemment, on a participé à un hackathon avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière sur la rééducation des personnes cérébro-lésées. C'est-à-dire juste après un AVC ou juste après un accident cérébral, qui ont besoin de réapprendre à parler ou qui ont besoin de réapprendre à interagir avec leur environnement. Donc l'utilisation de la VR a des cas très intéressants par rapport à ça, pour le réapprentissage du contexte des mots, pour le réapprentissage tout simplement de comprendre le sens de quelque chose. L'utilisation de la VR commence à être pas mal utilisée. On va avoir des choses aussi sur tout ce qui est traitement de la douleur, l'utilisation d'expériences en VR pour vraiment pousser sur le côté c'est des éléments un peu d'hypnothérapie ou des éléments comme ça, mais pour le traitement de la douleur, des douleurs chroniques. Maintenant, vraiment sur de l'inclusif ou autre, il n'y en a pas vraiment beaucoup. L'exemple que je dirais qui est peut-être le plus proche, après je sais pas, c'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part, mais il y a une boîte qui s'appelle Reverto qui a sorti une expérience sur tout ce qui est harcèlement, sexisme et harcèlement au travail, et ils sont en train de travailler sur énormément de choses là-dessus pour sensibiliser les gens en entreprise par rapport à ce type de comportement, du style, si jamais vous avez la possibilité de tester l'expérience, je vous invite à la tester, pour tout ce qui est sexisme ordinaire dans le cadre de l'entreprise, se retrouver dans la peau d'une femme victime de harcèlement au travail, c'est très perturbant et c'est vraiment une expérience très enrichissante à faire. Mais voilà, donc il y a quand même des choses qui commencent à arriver, mais du fait que c'est quand même un média, même moi j'utilise le terme média maintenant, vu que c'est un média qui a quand même ses contraintes techniques, la VR c'est quand même être dans un casque, la vue est très importante. C'est vrai que pour tout ce qui est gestion du handicap par rapport à l'utilisation de la VR, ça reste encore assez compliqué, même s'il y a des recherches qui se font là-dessus. Accenture a lancé il y a 3 ans une application qui s'appelle HandiSwap,
HandiSwap qui permet de se retrouver face à des personnes en situation de handicap dans l'entreprise ou face à des collègues qui, eux, bossent avec des personnes en situation de handicap et vous allez avoir un échange avec ces personnes-là et peut-être prendre conscience que malgré vous, vous aussi, vous véhiculez des stéréotypes liés au handicap. Voilà, c'est la seule expérience française que je connaisse sur le sujet. Juste pour dire, vous l'avez peut-être vu dans le slide tout à l'heure, dans les fondateurs de l'association France Immersive, il y a l'AGFIP, donc l'organisation qui s'occupe de l'insertion professionnelle et de l'orientation professionnelle des personnes en situation de handicap. C'est le sujet de 2020, un des sujets transverses de tous les fondateurs de l'association, c'est effectivement de développer cette formidable promesse des technologies immersives au service de l'inclusion et l'activité professionnelle des personnes en situation de handicap. Ça me revient. Donc, faut prendre aussi en compte le fait que, vu qu'on est sur un média nouveau, beaucoup des entreprises qui se sont créées sont allées vraiment directement sur du B2B, là où on pouvait récupérer des fonds. Et donc, par contre, on voit de plus en plus des sujets qui sont liés à des sujets sociétaux. Sur la discrimination et autres. Nous-mêmes, on organise une conférence de presse le 15 novembre parce qu'on a fait un projet quasi pro bono avec une association qui s'appelle Nour et qui lutte contre la radicalisation des jeunes. Et après, c'est quelque chose qui va être déployé près de 5000 écoles. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Parce qu'il y a tellement de sujets, et ce qui est intéressant maintenant, c'est que en utilisant le web VR, l'accessibilité à la mise en situation depuis n'importe quel appareil, eh bien on peut effectivement, Reverto est un excellent exemple pour tout ce qui est sexisme, mais il y a aussi les sujets de comment ça s'appelle, les réseaux sociaux et les jeunes par exemple. Voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être faites et qui pourront avoir un vrai impact et qui permettent aussi de toucher une population, peu importe où on se trouve, du moment qu'on a soit pas de connexion, soit une très faible. Ça sera la conclusion. Merci à vous, merci à nos intervenants de qualité et bon appétit. Voilà. Tu nous feras